17 janvier 1961, 17 janvier 2021, il y a 60 ans, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre du Congo belge, était assassiné. Nationaliste pour les uns, communiste pour les autres, 60 ans après sa disparition, ce héros panafricain soulève toujours autant de passion. Isidore Ndaiwel, bonjour. Bonjour. Comment expliquer le mythe Lumumba, célébré en littérature par Aimé Césaire, au cinéma par Raoul Peck, en chansons, puisque plusieurs artistes lui ont dédié des chansons, mais également en Russie, où une université porte son nom? En fait, ce mythe a toujours été permanent, même s'il a été souterrain au Congo, mais même au Congo, il a toujours été permanent. Je me rappelle, le 17 janvier a toujours été fêté, même si cette célébration se faisait dans les amphithéâtres ou dans des caves de maisons ou auprès des associations estudiantines congolaises à Liège, à Bruxelles. Cela s'est toujours fait, même s'il y avait une opposition officielle du Congo. Alors que dire de l'extérieur? Depuis le 17 janvier 1961, il y a eu sur le plan international une protestation générale qui s'explique par le fait que dans plusieurs capitales, il y a eu d'ailleurs des manifestations, des protestations, pratiquement dans la plupart des pays. Et puis ensuite, sur le plan philatélique, sur le plan de la dénomination des universités, des écoles, des institutions, jusqu'à la pièce de théâtre, c'est vrai, d'Aimé Césaire, il y a eu, je dirais, ce déploiement officiel de rappel de cette tragédie. Patrice Lumumba a payé très cher son affront fait au roi des Belges le 30 juin 1960. Et pourtant, au début de sa carrière politique, il ne plaidait pas en faveur d'une indépendance immédiate du Congo. À quel moment s'est fait le revirement qu'il a opposé aux colonisateurs? La carrière de Patrice Lumumba est une carrière au pas de course. Au pas de course. D'abord, c'est un personnage, un autodidacte de haut niveau, apprenant vite des choses. À mon avis, le grand revirement, c'est 58. Octobre 58, la participation à la conférence des peuples africains convoquée par Kwame Nkrumah, donc à Accra, qui vient d'ailleurs d'être indépendant seulement depuis un an. C'est à partir de là qu'il y a eu, je dirais, une formation en accéléré de ce nationaliste qui l'était déjà au départ, mais à partir des réalités congolo-congolaises. Mais je pense que c'est à Accra qui se rend compte de la dimension africaine et panafricaine de cette intuition. Alors, si son élimination a été décidée par les États-Unis, son arrestation et son assassinat n'ont pas pu se faire sans la complicité de Congolais. Je pense notamment à Tshombe, à Mobutu et même à Kalonji. Pourquoi, à votre avis, seule la Belgique porte la responsabilité de sa mort? Nous disons que la responsabilité est à plusieurs niveaux. Mais je pense qu'on doit faire la distinction entre les concepteurs et les exécuteurs. Je ne suis même pas sûr que les concepteurs soient uniquement belges. Je pense que c'est essentiellement les États-Unis. Nous sommes dans une administration pure et dure des républicains, du républicain Eisenhower, et nous sommes en pleine guerre froide. Et à ce moment-là, les choses sont claires, pas de cadeau, puisqu'il est dit qu'il est communiste, pas de quartier, il faut absolument l'éliminer, sinon le Congo belge, avec toutes ses richesses naturelles, notamment l'uranium, qui a servi à la réussite de la guerre, notamment avec la bombe atomique, puisse basculer dans le camp de l'Union soviétique.
Je pense que c'est là le point de départ. Et puis, bien sûr, on a recruté des exécuteurs congolais, parce que sur le plan interne, comme dans tous les pays, il y a toujours, évidemment, des petits problèmes politiques. Kalonji et Mobutu, ce sont des compagnons, des anciens compagnons de Lumumba, mais des compagnons dissidents. Il faut aussi citer quelqu'un comme Nendaka. C'est tous des gens qui ont été quelque part dans le mouvement national congolais, le MNC. Mais ce MNC va éclater déjà en MNC Lumumba, MNC, et puis le MNC Kalonji. Et nous savons qu'il y a eu aussi un MNC Nendaka. Donc c'est un peu un problème interne politique. Alors, bien sûr, il y a une situation particulière avec le Katanga. Le Katanga, c'est d'abord une protestation qui date du lointain. Les Belges installés au Katanga ont toujours voulu qu'il y ait la séparation du Katanga avec le reste. Déjà vers les années 46, on faisait la distinction entre Élisabethville, la capitale du cuivre, et Léopoldville, qui était la capitale du papier, de la paperasse. Donc voilà, donc c'est vers les années 58-59 que ces Belges, ces colons belges, vont en fait transférer cette idée de sécession aux Katangais, aux nationaux katangais. Et donc il va y avoir alors une espèce de nationalisme katangais qui va se développer, spécialement à partir de 1956, et qui va se corser avec la création de la CONACAT, qui signifiait la convention, la confédération des associations tribales du Katanga. Lumumba est à la fois la première victime de la guerre froide et la première victime de la sécession katangaise. Tout à fait, parce que le prétexte officiel de la sécession katangaise, qui démarre d'ailleurs tout de suite, le 11 juillet, est de sauvegarder cette région de l'emprise du communisme qui avait déjà envahi l'ensemble du Congo par son premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Et donc, un argument qui pouvait très bien passer dans le contexte de la guerre froide, d'où les soutiens d'ailleurs de la plupart des nationalités européennes, y compris françaises. Mais derrière ça, il y a surtout la sauvegarde des intérêts de l'union minière. Et à partir de l'union minière, il y a la Société Générale belge. La Société Générale a des ramifications dans plusieurs sociétés commerciales européennes. En 1966, le maréchal Mobutu élève Patrice Lumumba au rang de héros national. Était-ce une manière de se racheter? Certainement oui, mais j'aime bien rappeler que le fait de l'avoir désigné comme héros national n'est pas une invention de Mobutu. Parce que déjà en 1961, les étudiants, l'Union générale des étudiants congolais, l'avait proclamé héros national. Et on le considérait déjà de manière souterraine comme héros national. Dans toutes les célébrations qui ont eu lieu avant 1956, on évoquait la mémoire de Lumumba comme héros national. Il s'est trouvé que en 1965, lorsque Mobutu fait son coup d'État, il va en fait utiliser comme partenaire officiel, les premiers cadres qu'il recrute, le groupe des intellos de l'Union générale des étudiants congolais. C'est en fait ceux-là qui vont transmettre à Mobutu à la fois l'idée d'en faire le héros national, mais aussi le fait de la nationalisation de l'union minière. Il y a une série de mesures nationalistes du début du régime de Mobutu qui sont en fait une manière de reprise des décisions prises par les étudiants naguère dans leur cadre purement nationaliste.
Il ne reste que 2 témoins survivants parmi les 10 qui ont reconnu avoir participé à l'assassinat de Patrice Lumumba. Le procès qu'attend depuis si longtemps sa famille aura-t-il lieu un jour? Difficilement, me semble-t-il. L'histoire contemporaine du Congo et de l'Afrique possède plusieurs énigmes qui ne sont malheureusement pas dévoilées. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de la Belgique dans cette histoire Lumumba? Bon, je pense que la Belgique a fait des avancées. En 1960, le discours officiel de la Belgique était d'estimer que l'indépendance du Congo était un gâchis. Depuis lors, l'opinion belge bat sa coupe en estimant qu'il y a eu beaucoup de choses qui relèvent simplement de la mauvaise organisation de la Belgique ou des problèmes belges transposés au Congo. Et puis récemment, nous avons vu le roi Philippe avancer déjà un discours qui va dans le sens de présenter des excuses. Et à l'heure où nous parlons, nous savons que la Belgique est déjà prête à pouvoir envoyer au Congo les reliques congolaises. Mais c'est bien tout ça, mais il reste quand même des problèmes fondamentaux, des problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure. Quels sont les concepteurs? Est-ce que ça se termine là, cette affaire, ou bien est-ce qu'il y a au-delà de la solution sentimentale, mémorielle, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental? Et moi, je pense qu'il y en a, et il faudrait qu'un jour, on en parle, Belges et Congolais, et qu'on arrive à quelque chose qui devrait aller dans le sens d'indemniser non seulement la famille Lumumba, mais spécialement et surtout le peuple congolais, parce que le peuple congolais, le Congo, a perdu son leader au moment où il en avait le plus besoin. S'il avait été encore là, probablement que toutes les difficultés du début auraient connu une autre direction. Dernière question, Isidore Ndaiwel. Le 30 juin 2021, la Belgique va rendre à la famille Lumumba la dent de Patrice Lumumba. Est-ce assez pour clôturer ce long cycle de deuil familial et national? D'une certaine façon, en ce qui concerne la clôture du deuil, oui. Parce que lorsqu'il y a un décès, il y a un deuil qui se déclenche et il faut clôturer ça un jour. Et dans nos traditions, il suffit d'une touche de cheveux, parfois même des ongles, simplement, qui représentent l'ensemble de la dépouille pour que ça fasse l'objet d'un enterrement officiel. Et donc, on ne doit pas minimiser le fait que les reliques se ramènent à une dent. Il ne s'agit pas d'une dent quelconque. Donc, on peut, à ce niveau-là, effectivement arriver à la clôture du deuil. Merci, Isidore Ndaiwel. Moi qui vous remercie.